Bienvenue dans Wikipodcast. Aujourd'hui, on explore une affaire assez incroyable, le vol de la Joconde en 1911. Bonjour. Oui, une histoire fascinante. On va essayer de comprendre comment ce tableau, qui n'était pas l'icône mondiale qu'il est aujourd'hui, a pu disparaître comme ça du Louvre. Exactement. Et ce que ça vous dit sur la célébrité, sur l'art. Alors, le contexte. On est à Paris un lundi matin, le 21 août 1911. C'est important, le lundi, c'est le jour de fermeture du musée. Tout à fait. Moins de monde, moins de surveillance. Enfin, en théorie. Et on sait qui est le coupable, enfin, on l'a su bien après, Vincenzo Perugia, un vitrier italien. Il avait travaillé au Louvre, donc il connaissait les lieux. Oui, il avait été engagé par une entreprise, Gobier, je crois, pour mettre sous verre certaines œuvres, dont la Joconde d'ailleurs. Ah d'accord. Alors comment ça se passe ce vol? Racontez-nous un peu le déroulé. Eh bien, c'est d'une simplicité assez déconcertante en fait. Perugia arrive au Louvre vers 7 heures du matin, comme un employé normal, avec sa blouse blanche. Personne ne s'étonne. Non, il passe inaperçu, il se cache, attend d'être seul dans le salon carré, qui était une salle très prestigieuse à l'époque, Et là, et là il décroche Mona Lisa. Il faut dire qu'elle avait un avantage, sa taille. Plutôt petite, 77 par 53 cm. Facile à manier, quoi. Donc ce n'est pas sa renommée qui le guide à ce moment-là. c'est plus pratique. C'est ça. La célébrité, elle viendra justement après, en grande partie à cause de ce vol. Ensuite, il va dans un petit escalier de service, il enlève le cadre, la vitre de protection. Il laisse ça sur place. Oui, il abandonne le cadre et la vitre dans l'escalier. Il prend juste le panneau de bois peint, le cache sous sa blouse, et il sort. Tranquillement. Incroyable. On connaît ses motivations. Pourquoi il fait ça? Pour l'argent? Alors, officiellement, Perugia a toujours affirmé que c'était par patriotisme. Il était italien et il pensait, à tort d'ailleurs, que Napoléon avait volé la Joconde à l'Italie. Ah oui, la vieille rengaine. Voilà, il voulait la rendre à son pays. C'était un discours nationaliste assez répandu à l'époque. Bon, ça a aussi bien servi sa défense plus tard, évidemment. Et le plus fou, c'est que personne ne remarque rien tout de suite. Non, le vol a lieu le lundi matin et ce n'est que le mardi matin que l'absence est constatée. Le lendemain, Mais comment? c'est un peintre, Louis Bérou, qui venait faire une copie, qui trouve le mur vide. Il demande au gardien, qui pense d'abord qu'elle est partie à l'atelier photo du musée. Ah, d'accord. La routine, quoi. Voilà. L'alerte n'est donnée qu'en fin de matinée, vers 11 heures. Imaginez un peu la panique. J'imagine, hein. Branle-bas de combat, la police débarque. Et comment? Le préfet de police Lépine en personne arrive. Une soixantaine d'inspecteurs sont mobilisés. Le Louvre est fermé pendant une semaine entière. Une semaine. Et l'enquête avance? On retrouve assez vite le cadre et la vitre dans l'escalier, là où Perugia les avait laissés. Et surtout, le grand criminologue Alphonse Bertillon, Ah, Bertillon, le pionnier de l'anthropométrie judiciaire. lui-même. Il vient sur place et il relève une empreinte digitale sur la vitre. Une empreinte du pouce gauche. Une empreinte, mais alors c'est gagné, ils l'ont. Eh bien non. Et c'est là que l'histoire devient encore plus folle. Bertillon d'un précurseur, mais ses méthodes d'identification par empreinte digitale sont encore, disons, en développement. Pas encore fiable à 100%. Voilà. On relève les empreintes de 257 employés ou anciens employés du Louvre susceptibles d'être impliqués, y compris celle de Perugia, qui avait bien laissé son pouls sur la vitre, Et et on ne fait pas le lien. Soit à cause de l'imprécision du relevé initial, soit à cause d'un classement défaillant. Bref, Perugia passe entre les mailles du filet. C'est un échec cuisant pour la police. Et le directeur du Louvre, Théophile Moll, est poussé à la démission. quel fiasco. Et pendant ce temps, la presse s'en donne à cœur joie, j'imagine. Oh oui, l'affaire fait la une dans le monde entier. C'est là que la Joconde devient vraiment une star. Des récompenses énormes sont promises. 25 000 francs par la Société des Amis du Louvre et même 50 000 francs par le journal Illustration. Ça a dû attirer toutes sortes de théories et de fausses pistes. Absolument. On a même suspecté Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso. Ils étaient liés à une autre affaire de vol de statuettes ibériques au Louvre peu de temps avant. Ils ont été interrogés, mais ça n'avait rien à voir avec la Joconde. Il y a eu aussi des revendications farfelues, comme celle de l'écrivain italien Gabriele D'Annunzio. Et Perugia, lui, il est où avec son tableau pendant tout ce raffut? C'est presque comique avec le recul. Il est tranquillement à Paris. Il cache la Joconde pendant 2 ans dans sa modeste chambre de la rue de l'Hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement. À Paris même, pas loin du Louvre. À quelques kilomètres, oui, elle est cachée sous son lit ou dans le double fond d'une valise en bois. Le comble, c'est qu'un inspecteur l'interroge chez lui le 29 septembre 1911, quelques semaines après le vol. Et il ne trouve rien. Non,
Il ne juge pas utile de fouiller la chambre de ce simple ouvrier l'italien qui a l'air tout à fait anodin. Incroyable. 2 ans cachés à Paris. Et au Louvre, qu'est-ce qui se passe devant l'emplacement vide? C'est un autre paradoxe de cette histoire. Le mur nu, avec les 4 crochets, devient une attraction. Les gens se pressent pour voir le vide. Plus que pour voir le tableau avant. Probablement. Certains déposent même des fleurs comme devant une tombe. Finalement, le Louvre décide d'accrocher un portrait de Baldassare Castiglione par Raphaël à la place, pour combler le vide. La Joconde devient célèbre par son absence. Comment est-ce qu'elle réapparaît alors? Il faut attendre fin 1913. Perugia est retourné en Italie, à Florence, avec son trésor. Et là, il commet une erreur. En décembre 1913, il contacte un antiquaire florentin, Alfredo Geri. Pour vendre le tableau. Oui, ou plutôt, il écrit à Geri sous le faux nom de Leonardo, en proposant de restituer la Joconde à l'Italie, moyennant une récompense, évidemment. Il espère être vu comme un héros national. Ah, l'appât du gain quand même. Sans doute un peu. Geri sent que c'est peut-être sérieux, mais il reste prudent. Il demande conseil à Giovanni Poggi, le directeur de la Galerie des Offices, le grand musée de Florence. Et il rencontre Perugia. Oui, Geri et Poggi lui donnent rendez-vous. Perugia arrive avec sa valise à double fond. Poggi examine le tableau et confirme « c'est bien l'original ». L'émotion a dû être intense. On imagine. Geri prévient immédiatement la police. Perugia est arrêté le lendemain dans sa chambre d'hôtel, l'hôtel Tripoli Italia, qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel La Gioconda d'ailleurs. Bien trouvé. Et la Joconde rentre directement au Louvre. Pas tout de suite. Elle fait d'abord une tournée d'adieu triomphale en Italie, exposée aux Offices à Florence, puis à Rome, à l'ambassade de France, et enfin à Milan. C'est un événement national là-bas. Et ensuite, Elle est officiellement restituée à la France le 31 décembre 1913 et elle rentre en grande pompe au Louvre début janvier 1914, accueillie par le président de la République et une foule immense. et Perugia, il devient quoi? Il est jugé en Italie, à Florence. Son avocat plaide le patriotisme, l'acte d'un homme simple voulant rendre à son pays ce qu'il croyait lui appartenir. Ça passe plutôt bien auprès de l'opinion publique italienne et du tribunal. Il prend une peine légère, très légère, oui. Il est condamné à 1 an et 15 jours de prison, peine réduite en appel à 7 mois et 9 jours. Il sortira assez vite. Donc, si on résume, un vol finalement assez simple, techniquement parlant. Oui, presque artisanal. Une enquête qui piétine, malgré une empreinte digitale, une cachette improbable pendant 2 ans à quelques rues du dieu du crime. Tout près, oui. Et au final, c'est cette disparition et toute la médiatisation autour qui vont propulser la Joconde au rang d'icône planétaire qu'elle est aujourd'hui. Exactement. Ce vol a paradoxalement assis sa célébrité de manière définitive. Après son retour, les mesures de sécurité ont été drastiquement renforcées, elle a été mise à l'abri pendant les guerres et aujourd'hui elle trône dans sa salle des états ultra sécurisée. Ça laisse songeur, quand même. Absolument. Et ça pose une question fondamentale. Quelle est la part de l'aura de la Joconde qui tient vraiment à l'œuvre de Léonard de Vinci, à ses qualités picturales intrinsèques, et quelle part est liée à cette histoire rocambolesque, à ce statut d'icône forgé par sa disparition et sa récupération? Une célébrité construite autant par l'histoire que par l'un lui-même, en quelque sorte. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve. Qu'est-ce qui fait la valeur, la célébrité, l'aura d'une œuvre d'art, au fond? Parfois, les chemins sont plus complexes qu'on ne le pense.